L'air de l'hôtel de Crillon était saturé d'un parfum de lys et d'arrogance. Sous les plafonds peints et les dorures du grand salon, le murmure de la bourgeoisie parisienne ressemblait au bourdonnement d'une ruche dorée. Je finissais d'ajuster une petite épingle en perles dans la chevelure de ma sœur Léa, un geste tendre pour calmer son trac, quand l'ombre de Béatrice de Rochefort a balayé notre lumière. Béatrice ne marchait pas, elle glissait avec la précision prédatrice d'une lionne habituée au tapis d'Orient. Sa robe en satin de soie noire, d'une coupe si stricte qu'elle semblait être une armure, soulignait chaque mouvement calculé. Elle s'arrêta devant nous, dégageant cette malveillance glacée que seul l'argent très ancien ou très désespéré sait produire. Avant que je ne puisse esquisser un geste, sa main, gantée d'un cuir de chevreau d'une finesse presque érotique, jaillit vers ma tête. D'un mouvement sec, sans un mot, elle arracha la broche en or ciselé qui retenait mes cheveux. C'était le dernier vestige de ma mère, un bijou art déco dont l'éclat était le seul luxe que je m'autorisais ce soir-là. « Oh, quelle horreur !» murmura-t-elle d'une voix qui aurait pu couper du cristal. D'un geste nonchalant, elle laissa tomber le bijou dans une coupe de champagne à moitié vide posée sur le plateau d'un serveur qui passait. Le tintement de l'or contre le cristal de baccarat résonna à mes oreilles comme un coup de feu. Je regardais ma broche couler lentement à travers les bulles ambrées, gisant au fond du verre comme une épave oubliée. Une petite auto-entrepreneuse de banlieue ne devrait pas s'encombrer d'héritages qu'elle n'a pas les moyens d'entretenir, Margot, lança-t-elle avec un sourire qui ne plissait pas ses yeux froids. Votre présence ici est déjà une tache sur la lignée que nous essayons de bâtir pour Léa et mon fils Adrien. Si vous tenez à rester pour le toast des fiançailles, vous allez devoir clarifier votre position. Elle sortit de sa pochette en crocodile un document aux bords impeccables. C'était une renonciation légale, un acte de mort sociale. Signez ceci. Vous abandonnez toute prétention sur l'héritage de votre propre famille, bien sûr, tout droit de regard sur la fortune des Rochefort. Nous ne voulons pas d'un poids mort qui traîne dans nos bilans comptables. Adrien mérite une épouse dont la famille a de la tenue, pas une sœur qui vit de contrats précaires et de café froid. Le silence qui suivit fut tranchant. Autour de nous, le quatuor à cordes jouait un air de forêt, mais pour moi, tout s'était arrêté. Avez-vous déjà ressenti cela ? Cette impression d'être une ombre dans votre propre vie, simplement parce que vous avez choisi la discrétion plutôt que l'ostentation ? Béatrice s'approcha de moi, si près que je pouvais sentir l'odeur musquée de son parfum de niche. Elle ajusta le col de mon tailleur en soie grise avec une lenteur provocante, ses doigts effleurant ma gorge. Allez-y, ma petite. Signez. Ensuite, vous pourrez peut-être aller voir en cuisine si les serveurs ont besoin d'aide. Vous semblez avoir plus d'affinité avec le personnel qu'avec nos invités. Elle me tendit un stylo plume d'un poids imposant, en or massif. Dans ses yeux, je vis le triomphe d'une femme qui pense avoir écrasé un insecte. Elle pensait que ma simplicité était un aveu de faiblesse. Elle ignorait que derrière mon silence, je ne calculais plus mes émotions, mais ses pertes. Ma colère n'était pas un cri, c'était une opération comptable. Et Béatrice de Rochefort venait d'entrer en zone rouge. Je pris le stylo. Mes doigts, habitués à la frappe rapide sur les claviers de commande, caressèrent l'objet froid. Sans un mot, sans même lire les clauses de ce mépris sur papier, j'apposai ma signature. Pour elle, c'était une victoire. Pour moi, c'était l'autorisation finale de cesser d'être une sœur protectrice pour devenir une prédatrice industrielle. Béatrice ne savait pas qu'il y a 8 ans, alors que je travaillais dans un petit studio poussiéreux de Montreuil, je ne créais pas de petit site web. Je posais les fondations d'Ardent Capital. Et Ardent Capital ne gère pas seulement de l'argent, nous possédons les infrastructures invisibles de ce monde. L'hôtel de Crillon lui-même, ce monument du luxe parisien, était la dernière acquisition de mon portefeuille. Je redressai mes épaules, sentant le contact du tissu luxueux contre ma peau. Je n'avais pas besoin de crier. Les vrais puissants ne hurlent jamais. Ils se contentent de changer les serrures. C'est signé, Béatrice, dis-je d'une voix si basse et si calme qu'elle en devint glaciale. J'espère que vous appréciez chaque gorgée de ce champagne. Car c'est probablement la dernière chose que vous consommerez à mon compte. Elle rit, un son sec et méprisant, et s'éloigna pour rejoindre un cercle de ministres, me laissant seule face à ma sœur tremblante. Je fixai mon reflet dans le grand miroir, je n'étais plus la sœur effacée.
J'étais le requin qui venait de trouver une faille dans la coque. Je me dirigeais vers le couloir dérobé menant au bureau de la direction, mes escarpins de velours ne produisant aucun son sur le marbre. Il était temps de déclencher le protocole. Je me glissais dans le bureau de la direction, situé en mezzanine, loin du tumulte de la fête. La pièce exhalait une odeur de cèdre ancien et de sécurité haut de gamme. En me voyant entrer, M. Marchand, le directeur général de l'hôtel, un homme dont le moindre froncement de sourcils faisait d'ordinaire trembler tout le personnel, manqua de trébucher sur ses propres pieds. Son visage, habituellement d'un calme imperturbable, devint livide. Mademoiselle Vance, balbutia-t-il en rajustant nerveusement sa cravate en soie. Je vous demande pardon, je ne savais pas que vous étiez, épargnez-moi les excuses, Marchand, l'interrompis-je d'une voix monocorde. J'ai besoin de vos services, pas de votre obséquiosité. Je sortis mon téléphone de ma pochette. Ce n'était pas un modèle du commerce, mais un appareil crypté relié directement au serveur d'Ardent Capital. Mes doigts effleurèrent l'écran avec une précision chirurgicale. J'appelai mon directeur des opérations à Londres. Ici Margot. Initier le protocole Rossignol, niveau 1, avec effet immédiat sur la famille Rochefort. À l'autre bout du fil, il y eut un silence lourd de sens. Le niveau 1 signifiait l'isolement total. C'était l'équivalent numérique d'un arrêt cardiaque pour une cible financière. Confirmation pour tous les membres de la famille, demanda la voix grave à l'autre bout. Chacun d'entre eux, répondis-je en fixant mon reflet dans la vitre sombre. Verrouiller leur compte d'entreprise interne, galer toutes les dépenses discrétionnaires liées au réseau Ardent et couper leur ligne de crédit. Si un Rochefort essaie de commander un verre d'eau ce soir, je veux que le système le signale comme une transaction frauduleuse. Marchand me regardait, fasciné et terrifié, comme si je venais de prononcer une sentence de mort. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Pour ces gens, l'absence de crédit est une absence d'existence. C'est limpide, Mademoiselle Vance, murmura-t-il. Autre chose, ajoutai-je en me tournant vers lui. Ma broche. Elle se trouve au fond d'une coupe de champagne, sur un plateau, dans le grand salon. Récupérez-la. Nettoyez-la. Et rapportez-la moi dans 5 minutes. Je retournai sur le balcon de la mezzanine pour observer la salle de bal. De là-haut, les invités ressemblaient à des pions sur un échiquier de velours et de diamants. Béatrice était près de la sculpture de glace, sa main serrant le bras de ma sœur Léa avec une fermeté déplacée. Je voyais les épaules de Léa se voûter, sa tête baissée. Béatrice devait lui expliquer à quel point elle avait de la chance d'intégrer une telle famille, à quel point elle devait être reconnaissante que les Rochefort acceptent de blanchir son origine modeste. C'est alors que la première secousse frappa. Au bar, Adrien, le futur marié, était entouré d'une cour d'anciens camarades d'école de commerce. Il riait fort, la voix grasse de privilège, en commandant une tournée de vieux malt à 300 € le verre. Il sortit sa carte Centurion avec une ostentation vulgaire et la tendit au barman. Je vis le barman passer la carte. Puis la repasser. Un froncement de sourcils creusa le front d'Adrien. Il dit quelque chose de sec, pointant du doigt la machine, probablement en accusant le terminal d'être défectueux. Le barman secoua la tête et lui rendit la carte. Adrien en sortit une deuxième, puis une troisième. Toutes refusées. En temps réel, chaque veine de crédit qu'il pensait posséder était en train d'être cautérisée. De mon point d'observation, il ressemblait à un enfant gâté devant un jouet cassé, son visage passant du rouge de la colère au blanc de l'incompréhension. À l'autre bout de la salle, Clémence, la sœur d'Adrien, consultait son téléphone. Son expression de satisfaction méprisante se mua en un masque de pure horreur en l'espace de 3 secondes. Je savais exactement ce qu'elle lisait, une notification automatisée du conseil d'administration de son cabinet de relations publiques. Un cabinet qu'Ardent Capital avait discrètement racheté le trimestre dernier. Elle venait d'être suspendue de ses fonctions avec effet immédiat, soupçonnée de malversation financière que mes analystes avaient déterrée en quelques heures. Le protocole Rossignol se propageait plus vite qu'un virus. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'oxygène. J'aspirais l'air de leur monde, une porte numérique après l'autre, alors qu'ils avaient passé la soirée à se vanter de leur stature.
Béatrice de Rochefort pensait pouvoir acheter le silence de ma sœur et mon absence avec un stylo plaqué or et une menace. Elle allait découvrir que la dette qu'elle venait de contracter envers moi était bien plus élevée que tout ce qu'elle pourrait jamais rembourser. Monsieur Marchand réapparut à mes côtés, tenant un petit écrin en velours. À l'intérieur, la broche de ma mère étincelait, purifiée de toute trace de champagne et de mépris. Je l'épinglai sur mon revers avec une satisfaction glacée. Mademoiselle, murmura Marchand, votre avocate, maître Éléonore de Valois, vient d'arriver. Elle a le dossier complet sur les actifs immobiliers des Rochefort. Je souris. Le moment était venu de descendre. Non pas comme la sœur ratée qu'il pensait connaître, mais comme la femme qui détenait les titres de propriété de leur propre vie. Merci, Marchand. Faites baisser légèrement l'intensité des lustres dans 5 minutes. Je veux que l'atmosphère soit, à la hauteur du dénouement. Je commençai à descendre le grand escalier, chaque pas mesuré, sentant le poids du dossier de cuir qu'Éléonore me tendit en chemin. Les dominos commençaient à tomber, et le bruit de leur chute allait être assourdissant. Je descendis le grand escalier avec la lenteur calculée d'un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où fuir. Mon tailleur en soie gris ardoise, d'une coupe si parfaite qu'elle en devenait intimidante, semblait absorber la lumière des lustres. À mes côtés, Éléonore de Valois marchait avec une assurance martiale, tenant le dossier en cuir frappé du sceau d'ardent capital comme s'il s'agissait d'une arme de gros calibre. Nous atteignîmes le centre de la salle de bal juste au moment où Béatrice, ignorant encore le séisme qui ébranlait ses fondations, pérorait devant un cercle de donateurs. Elle me vit approcher et ne fit aucun effort pour cacher son dégoût. Elle désigna ma présence d'un doigt parfaitement manucuré, une bague en diamant de 3 carats brillants à son index. Tiens, regardez tout le monde. La petite sœur est de retour, lança-t-elle avec une voix assez forte pour faire taire les conversations alentour. Alors, Margot, la vaisselle est-elle terminée? Où es-tu revenue pour quémander un prêt pour ton petit site internet? Le cercle de mondains laissa échapper un rire étouffé, mais Adrien et Clémence se précipitèrent vers nous, le visage décomposé par une panique qu'ils ne parvenaient plus à masquer. Adrien tenta de me saisir l'épaule, sa poigne désespérée froissant la soie de ma veste. « Margot, arrête ça tout de suite !» murmura-t-il, les dents serrées. « On a un problème technique avec les comptes. Rentre chez toi, on réglera ça demain. »« Lâche-moi, Adrien !» répondis-je d'un ton si froid qu'il retira sa main comme s'il venait de toucher de la glace vive. Je fixai Béatrice droit dans les yeux. Mon visage était un masque de calme absolu, une sérénité clinique qui semblait la déstabiliser plus que n'importe quelle insulte. La vaisselle est faite, Béatrice. Et les ordures sont prêtes à être ramassées. Maintenant, je pense qu'il est temps que nous discutions de l'addition. Béatrice renversa la tête en arrière dans un rire forcé, mais ses doigts tremblaient légèrement contre sa coupe de champagne. L'addition? Je suis une Rochefort. Je ne discute pas de facture avec des pigistes, mais avec la direction de cet établissement. Précisément, dis-je en faisant un signe de tête à Éléonore. Et je suis la direction. Éléonore s'avança, ouvrant le dossier de cuir avec un craquement sec. Sa voix, claire et tranchante comme un rasoir, résonna dans le silence de mort qui s'était installé. Monsieur Adrien de Rochefort. À 17h42 aujourd'hui, la société Argent Bouclier Holdings a lancé une procédure de saisie formelle sur l'intégralité des actifs collatéraux liés à votre dette de 450 millions d'euros. Puisque la résidence familiale du 16e arrondissement, le domaine en Provence et même les bijoux portés ce soir par Madame de Rochefort étaient listés comme garantis, ils sont désormais la propriété exclusive de ma cliente. Le verre de champagne de Béatrice se figea à quelques centimètres de ses lèvres. Son visage passa par une palette de couleurs spectaculaires avant de se figer dans une blancheur spectrale. Argent Bouclier. Bégaya-t-elle. De quoi parlez-vous? Adrien, dit à cette femme quel délire. Adrien ne pouvait pas parler. Il ressemblait à un homme assistant à sa propre exécution capitale. Je fis un pas dans l'espace personnel de Béatrice, sentant son parfum coûteux, celui d'une vie de privilège qui s'évaporait à chaque seconde. Mais ce n'est pas tout, continuai-je à voix basse. Puisque vous étiez si soucieuse de la réputation des Rochefort, j'ai pris la liberté de faire auditer votre agence de relations publiques, Clémence.
Il s'avère que tu as détourné près de 600 000 € par mois vers un compte aux îles Caïmans. Ce n'est plus de la communication, c'est du détournement de fonds. Et puisqu'Ardent Capital a racheté ton agence mardi dernier, c'est à moi que tu as volé cet argent. Clémence laissa échapper un sanglot étranglé. Autour de nous, les invités commençaient à sortir leur téléphone. L'élite parisienne, toujours friande de sang dès qu'il s'agit de ses pairs, filmait la chute des Rochefort en temps réel. « Tu n'es rien !» hurla soudain Béatrice, perdant toute contenance. « Tu n'es que la petite sœur ratée de Léa. » « Non, Béatrice, chuchotai-je pour qu'elle seule puisse m'entendre. Je suis la femme qui possède cet hôtel. Je suis la femme qui a racheté les dettes de ton fils pour le plaisir de vous voir tomber. Et je suis la femme qui vient de révoquer votre accès à chaque club privé de cette ville. » Je me tournai vers Monsieur Marchand qui se tenait à proximité avec 2 agents de sécurité massifs, leurs oreillettes brillant sous les lustres. « Monsieur Marchand, veuillez escorter la famille Rochefort vers l'entrée de service. Puisqu'ils ne peuvent plus s'offrir le luxe de ce salon, je suis certaine qu'ils trouveront la ruelle plus adaptée à leur nouveau patrimoine. » Béatrice se jeta sur moi, le visage déformé par une fureur primaire, mais les gardes s'interposèrent avec une efficacité silencieuse. Alors qu'on les entraînait vers la sortie sous les flashs des téléphones, Adrien se tourna vers Léa, les yeux implorants. « Léa, chérie, dis-lui d'arrêter. On va se marier. » Léa le regarda. Elle regarda ensuite la bague de 3 carats à son doigt, une bague achetée avec de l'argent volé, sur un compte désormais gelé. Avec une lenteur solennelle, elle retira le bijou et le lâcha dans le même verre de champagne où ma broche avait été souillée. « Ma sœur est ma seule famille, Adrien, dit-elle d'une voix ferme. Et toi, tu n'es plus qu'une ligne budgétaire qu'elle a décidé de supprimer. » Alors qu'ils disparurent par les portes de service, un silence étrange retomba sur le grand salon. Mais ce n'était que le début. Car si les Rochefort étaient ruinés, les secrets qu'ils cachaient encore allaient bientôt faire trembler bien plus que les murs de cet hôtel. Le silence qui suivit le départ forcé des Rochefort était presque plus assourdissant que leurs cris. Dans le grand salon, les invités restaient figés, leurs coupes de champagne suspendues dans le vide, les yeux rivés sur nous. J'ajustai machinalement les revers de mon tailleur, sentant le contact froid et rassurant de la soie contre mes doigts. Ce n'était pas seulement une victoire financière, c'était une opération de nettoyage chirurgical. « Monsieur Marchand, la soirée est terminée, » déclarai-je sans élever la voix, mais avec une autorité qui fit aussitôt s'activer le personnel. « Veuillez faire raccompagner ces gens. Offrez-leur un dernier verre au bar de l'hôtel s'ils le souhaitent, mais je veux que ce salon soit vide dans 10 minutes. » Je pris Léa par le bras. Elle tremblait encore, mais ses yeux ne brillaient plus de peur. C'était une lueur nouvelle, un mélange de choc et de libération. Nous montâmes vers la suite présidentielle, le sanctuaire ultime au dernier étage de l'hôtel, là où les bruits de Paris ne sont plus qu'un murmure lointain et feutré. Une fois la porte close, l'atmosphère changea. La suite était baignée dans une lumière tamisée, mettant en valeur les boiseries sombres et les fauteuils en cuir grainé. Éléonore nous rejoignit quelques instants plus tard, déposant un nouveau dossier sur la table basse en marbre noir. « Ce n'est pas fini, n'est-ce pas ?» demanda Léa en s'asseyant lourdement. « Pour la partie publique, si, » répondit Éléonore en ouvrant le dossier. « Mais pour la partie pénale, cela ne fait que commencer. » Elle sortit des photographies et des relevés de comptes que nous n'avions pas encore révélés. Adrien n'était pas seulement un héritier ruiné cherchant à sauver les apparences. Il était le centre d'un montage financier bien plus sombre. « Léa, regarde ceci », dis-je en lui tendant un document. C'était un contrat d'assurance vie et une clause de transfert de propriété. Si le mariage avait eu lieu, Adrien aurait eu un contrôle total sur les quelques actifs que tu possédais encore, mais surtout, il avait prévu d'utiliser ton nom pour garantir un prêt auprès de cartels de capitaux bien moins scrupuleux qu'Ardent Capital. Il ne t'aimait pas, il cherchait un bouclier humain pour ses dettes. Léa fixa les documents, sa main effleurant le papier glacé. La trahison était totale, documentée, paraphée. Je m'assis en face d'elle, observant le reflet de la tour Eiffel scintiller dans la vitre derrière elle. Ma victoire me semblait soudainement amère. J'avais détruit les Rochefort, mais je n'avais pas pu empêcher mon propre sang de souffrir de cette illusion. Soudain, mon téléphone personnel vibra. Un numéro privé. Je décrochai,
sachant instinctivement qui c'était. Vous pensez avoir gagné, Margot ? Cracha la voix de Béatrice, désormais rauque, dépouillée de toute sa superbe aristocratique. Vous nous avez pris nos murs, nos comptes, notre nom, mais Paris est un village. Vous ne pourrez jamais effacer le fait que vous resterez toujours la fille de rien qui a dû racheter ses propres chaînes pour se sentir libre. Je ne répondis pas tout de suite. Je savourais le venin dans sa voix, cette impuissance qui se déguisait en mépris. Béatrice, dis-je enfin, d'une voix traînante et presque sensuelle dans sa froideur. Vous parlez de chaînes, mais vous oubliez une chose. Les chaînes que je porte sont en or massif et c'est moi qui en possède la clé. Les vôtres sont en papier, et je viens de les brûler. Ne me rappelez plus jamais. La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce sera par le biais d'un huissier qui viendra récupérer vos derniers meubles. Je raccrochai. Un frisson de satisfaction clinique parcourut ma colonne vertébrale. J'aimais cette sensation de contrôle absolu, cette précision avec laquelle chaque pièce du puzzle s'emboîtait. « Que allons-nous faire maintenant » demanda Léa, relevant la tête. « Maintenant, nous allons nous assurer que les Rochefort ne soient plus qu'un mauvais souvenir dans les archives de la ville, répondis-je. Éléonore, lancez la phase finale. Je veux que chaque contrat, chaque partenariat, chaque faveur qu'ils ont un jour obtenue soit réévaluée sous l'angle de leur fraude. Léa se leva et s'approcha de moi. Elle toucha délicatement la broche de notre mère sur mon revers. Tu es devenue redoutable, Margot. Parfois, tu me fais presque peur. Dans ce monde, Léa, il vaut mieux être celle qui fait peur que celle qui tremble. C'est à ce moment-là que Monsieur Marchand frappa à la porte, le visage plus pâle que jamais. Mademoiselle Vance. Je suis navrée de vous déranger, mais il y a un problème. Un problème que nous n'avions pas prévu. La police est en bas, mais ils ne sont pas là pour les Rochefort. Ils demandent à vous voir, vous. Un silence de plomb tomba sur la suite. Éléonore se redressa, ses yeux cherchant immédiatement une faille dans notre stratégie. Je sentis mon cœur s'accélérer légèrement, un signal d'alarme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pourquoi ? Demandai-je. Il parle d'une enquête sur l'origine des fonds utilisés pour le rachat de l'hôtel, murmura Marchand. Ils disent avoir reçu une dénonciation anonyme pour blanchiment d'argent, signée par un membre de votre propre conseil d'administration. Le piège. Béatrice n'était peut-être pas la seule à vouloir ma chute. Quelqu'un, au sein même de mon empire, venait de me poignarder dans le dos. Et la porte de la suite s'ouvrit sur le commissaire Valmont. Il portait un trench-coat sombre encore humide de la pluie parisienne et dégageait une odeur de tabac froid et d'autorité fatiguée. Derrière lui, 2 agents restaient en retrait, leurs silhouettes découpées par la lumière crue du couloir. Je ne bougeais pas. Je restais assise dans mon fauteuil de cuir, croisant lentement mes jambes. Le froissement de mon tailleur en soie grise était le seul son dans la pièce. Je pris une lente inspiration, savourant l'instant où le danger devient une donnée purement analytique. Mademoiselle Vance, dit Valmont en retirant son chapeau. Nous avons reçu des documents très compromettants concernant le rachat de cet établissement. On parle de transferts occultes via des sociétés écrans au Luxembourg. Des documents envoyés par Jean-Baptiste Duvivier, j'imagine ? Demandai-je d'une voix traînante, presque désintéressée. Valmont marqua un temps d'arrêt. Son silence était un aveu. Duvivier, mon bras droit au sein du conseil d'administration d'Ardent Capital. L'homme qui me servait avec une dévotion feinte depuis 6 ans, attendant patiemment que je baisse ma garde. Il a fourni des preuves, mademoiselle. Des signatures. Les vôtres. Je me levai lentement. Mes mouvements étaient fluides, presque félins. Je m'approchai du bureau en acajou et ouvris un tiroir secret dont le mécanisme fit un clic métallique à peine audible. J'en sortis une petite clé USB en argent, que je fis rouler entre mes doigts gantés de dentelle noire, un détail esthétique que j'affectionnais pour les jours de grand nettoyage. Le problème avec les traîtres, commissaire, c'est qu'ils pensent toujours être les seuls à jouer. Jean-Baptiste a effectivement falsifié ces documents. Ce qu'il ignore, c'est que j'ai laissé ces failles ouvertes comme on tend un filet. Je tendis la clé à Valmont. Vous trouverez ici les enregistrements des appels de Duvivier avec Adrien de Rochefort.
Ils ont comploté ensemble pour faire couler Ardent Capital de l'intérieur afin de racheter mes actifs pour une bouchée de pain après mon arrestation. Les Rochefort n'étaient pas seulement des aristocrates ruinés, c'étaient les complices d'une tentative de prise de contrôle hostile illégale. Valmont prit la clé, ses yeux scrutant mon visage pour y déceler une faille. Il n'y trouva qu'une détermination glaciale. Si ce que vous dites est vrai, mademoiselle Vance, c'est monsieur Duvivier que nous devrions emmener ce soir. Il est actuellement au bar de l'hôtel, attendant de célébrer ma chute avec une bouteille de cristal que j'ai moi-même commandée pour lui, dis-je avec un sourire imperceptible. Ne le faites pas attendre. Alors que Valmont et ses hommes quittaient la suite, Léa s'approcha de la fenêtre. En bas, sur la place de la Concorde, les gyrophares de la police déchiraient la nuit de leurs éclairs bleutés. Nous vîmes Jean-Baptiste Duvivier être escorté hors de l'hôtel, menotté, sous les regards médusés des derniers mondains qui s'attardaient sur le perron. Le piège s'était refermé. Non seulement les Rochefort étaient anéantis, mais le serpent qui dormait dans mon propre lit d'entreprise était enfin neutralisé. 1 heure plus tard, le calme était revenu. Paris s'étendait à nos pieds, une mer de lumière scintillante sous un ciel de velours noir. Léa me tendit un verre de vin rouge, un nectar sombre et puissant. « C'est donc ça, ta vie ?» demanda-t-elle doucement. « Des trahisons, des dossiers secrets et des guerres invisibles ? C'est le prix de l'indépendance, Léa. Je préfère posséder le terrain de chasse que d'être le gibier. » Je sortis la broche de ma mère de mon revers. Je la regardai longuement. Ce petit objet avait survécu au mépris de Béatrice, au champagne acide et à la tempête qui venait de secouer mon empire. Il était le symbole de ce que personne ne pourrait jamais me retirer, ma légitimité. Demain, les journaux ne parleront que de la chute des Rochefort et de l'arrestation de Duvivier, continuai-je. On dira que j'ai eu de la chance. Mais toi et moi, nous savons que la chance n'est qu'une question de préparation. Je m'approchai de Léa et lui remis la broche entre les mains. Garde-la. Elle te va mieux qu'à moi. Elle me rappelle pourquoi je me bats. Pour que plus jamais personne ne puisse te regarder de haut. Léa serra le bijou contre son cœur, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, l'air de Paris ne me semblait plus lourd de complots, mais frais et porteur de promesses. Alors que nous restions là, 2 sœurs face à l'immensité de la ville, je savais que le nom de Vance n'était plus une note de bas de page. C'était désormais le titre du livre. Et ce soir-là, dans le silence de l'hôtel de Crillon, j'avais enfin équilibré les comptes. La dette était payée. La vengeance était archivée. Le vrai luxe, après tout, n'est pas de posséder des objets. C'est de posséder le silence qui suit une victoire totale.